Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce Café Marco dédié au décryptage de l'actualité juridique avec Marie, mais également un invité de Marc qui nous fait le plaisir de revenir nous voir. Il avait battu tous les records l'an dernier sur les vues du Café Marco. On l'accueille à nouveau avec grand plaisir. Et vous aussi, parce que vous êtes encore très nombreux à nous suivre aujourd'hui, Nicolas Charel. Bonjour, merci de l'invitation Marie, merci Alexandre, merci à tous d'être là. C'est pas moi qui bats les records, c'est la commande publique qui bat des records avec des décrets de fin d'année et donc toute l'actualité que cela suscite. Et bonjour à toutes et à tous et merci pour votre participation hyper dynamique. Vous êtes 1212 inscrits, donc on va voir combien de participants sont présents et évidemment la session sera dispo en replay. Alors, petit rappel d'usage avant de commencer, vous avez un petit deux questions qui va vous permettre d'interagir avec nous. Alors, je vous préviens qu'il y a toujours un petit décalage, on les reçoit pas instantanément, mais on essaiera de répondre le plus possible et dans la mesure du possible parce que vous êtes encore très nombreux. Et il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions Ok. tabous. On est là aussi pour rendre accessible la commande publique. Donc pouvoir vous tenir informé des dernières évolutions, mais tout en restant très connecté à votre pratique. Hein. C'est ce qu'on partage avec Nicolas là-dessus. On est bien en phase. Il faut pouvoir vous amener des outils en tant que praticien de la commande publique. Alors, vous allez voir tout au long de cette présentation un support qu'a préparé Maître Charel pour notre plus grand plaisir à tous, auquel vous aurez accès en fin de présentation. Donc, pas de problème, on ne va pas afficher tout le temps tout le temps les diapos, mais vous aurez accès à l'intégralité du support par la suite. Alors, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien. A priori, je pense qu'il y a pas de souci. On va pouvoir gentiment commencer. Je vais afficher votre support. Et l'actualité, elle est riche, surtout en fin d'année. Il s'est passé comme toujours plein de choses entre Noël et l'an. Alors On on est savait, habitué maintenant. c'était annoncé, on est habitué, donc effectivement, je me suis permis de cibler un petit peu sur l'actualité, c'était réglementaire, évidemment sur les deux décrets. Qui avec bonheur donc ont égayé notre journée du 30 décembre, puisque dès le matin très tôt, à 1 heure du matin, j'étais très impatient de voir les décrets tant attendus concernant. Alors, je pensais qu'il y en avait un, il y en a eu deux, donc quelle ne fut pas ma surprise. Donc, bonne année pour ceux qui craignent un peu la commande publique et les indigestions. J'ai mis un peu des huîtres sur le menu, un peu de citron, parce que c'est le côté un peu acide des conséquences de tout ça, et donc une petite heure à peine pour pouvoir décrypter ensemble les nouvelles dispositions et puis pour répondre à quelques questions que tout cela peut susciter sur les pratiques, puisque sur la partie mise en œuvre et opérationnelle, il y a quand même quelques sujets que je voulais aborder. On va pas faire de revue de jurisprudence, j'ai retenu simplement une décision concernant les CCAG, donc présentation générale des deux décrets, un point sur après la mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les seuils, et une petite jurisprudence sur l'application ou pas du CCAG tacitement, et puis quelques éléments également de réflexion autour de l'organisation de la commande sur les marchés à l'outil, en particulier avec les petits lots et les mini-lots qui, quand ils ont été créés, étaient à 25 000 euros, qui maintenant sont à 60 000 euros pour les fournitures et les services et 100 000 euros pour les travaux. Donc, mini prix, mais vous allez faire le maximum pour organiser votre commande publique. Alors, les deux décrets dont s'agit, donc deux décrets du 29, du 30, du 29 décembre et qui ont été publiés le 30, avec donc quatre éléments dont il faut tenir compte. Premier point, bon, les seuils, on va y revenir, mais avant les seuils, il y a l'abaissement du seuil de chiffre d'affaires minimum. Vous savez que les règles concernant les exigences en matière de candidature, les exigences minimales pour certains marchés, le pouvoir adjudicateur peut imposer qu'il y ait un seuil minimum de 2 fois le chiffre d'affaires sur le montant du marché. Ce seuil a été baissé à 1,5 fois. Bon, très bien. C'est-à-dire pas grand-chose. Après, en tout état de cause, ça fait partie des éléments à prendre en compte pour les candidatures pour apprécier
la pertinence des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats sur donc les marchés qui peuvent être lancés. Donc ce seuil de x2 ramené à x1 n'est pas forcément toujours appliqué par tout le monde, il n'est pas toujours très pertinent et en l'occurrence, ça n'exclut pas de prendre en considération des références pertinentes, les références les plus pertinentes d'ailleurs en matière de fourniture et services, je rappelle, c'est sur les 3 dernières années, en travaux c'est 5 ans, et l'ensemble des moyens humains et matériels généraux qui doivent être retenus pour pouvoir permettre de retenir les candidats, en tout cas d'exclure éventuellement les candidats qui paraissent les moins qualifiés. Ensuite, on a une deuxième mesure dont la portée est finalement, à mon sens, assez limitée, c'est celle liée à la possibilité, en cas d'incapacité de l'attributaire pressenti qui se désisterait parce que son carnet de commande est rempli, parce que aussi, il faut le reconnaître, des fois les délais d'analyse des offres, les délais de validité des offres sont tels, on a quand même des pouvoirs d'indicateurs qui mettent du 180 jours, 200 jours, 240 jours, ce qui fait qu'au bout de 240 jours, avec éventuellement une demande de prolongation de délai pour certains, ça m'est arrivé, conduit les entreprises qui, in fine, sont attributaires presque un an après avoir déposé une offre, de pouvoir dire, écoutez, c'est gentil, merci de m'avoir retenu, mais je vais passer mon tour ce coup-ci, parce que j'ai entre-temps rentré d'autres dossiers, d'autres chantiers, et donc je ne vais pas être à même de pouvoir tenir les délais d'exécution extrêmement tendus avec donc une attribution si tardive. Donc on a deux moyens quand on est une entreprise pour pouvoir décliner une offre, c'est de ne pas envoyer les pièces administratives et fiscales donc en tant qu'attributaire pressenti, donc et dans le délai de requis. Au bout d'un moment, vous connaissez les dispositions du code, ça permet de passer au deuxième. Si le deuxième ne communique pas les pièces, on peut passer au troisième et ainsi de suite, ce qui questionne sur la notion d'offre économiquement la plus avantageuse quand vous attribuez au dixième qui a bien voulu vous adresser les pièces fiscales et sociales. Et deuxième possibilité introduite par ce décret du 29 décembre, c'est que l'entreprise, très honnêtement, dise écoutez, non, là, ça m'intéresse pas. Je suis dans l'incapacité de répondre favorablement à votre attribution compte tenu de point de suspension, et donc je passe mon tour, et à ce moment-là, de la même manière, ça permet de demander au deuxième qui n'était pas économiquement le plus avantageux s'il veut bien travailler, au troisième s'il veut bien travailler et vous fournir les pièces, et au quatrième, etc. Le tout, par contre, tel que c'est précisé par la fiche de la DAJ, la DAJ a publié une fiche concernant ces deux décrets, avant la notification du marché. Donc ce n'est pas un pis-aller en cas d'impossibilité et d'incapacité des entreprises en cours d'exécution pour passer au deuxième en disant ah ben tiens, il y a 6 mois, l'entreprise Tartampion, elle était deuxième, donc manifestement le démarrage s'est mal passé avec l'entreprise attributaire, donc on va aller chercher la deuxième entreprise classée pour pallier finalement les insuffisances de l'attributaire qui se trouve dans l'incapacité de réaliser. Non, c'est vraiment en phase de passation, avant la notification du marché, pour compenser le fait que certaines entreprises peuvent décliner l'attribution qui leur a été faite. Donc, utilité, oui, relative, parce que le dispositif existe et le moyen existe déjà pour une entreprise de ne pas délivrer les attestations antérieures pour justement lui permettre de passer son tour. Et quelques nuances de rédaction sur lesquelles je passerai qui n'ont pas un intérêt pratico-pratique immédiat sur les modalités de règlement des avances au bénéfice du titulaire et pas uniquement de tout l'attributaire. Enfin bon, c'est vraiment dans les conditions d'exécution du marché, donc je passe là-dessus, c'est pas le point majeur de l'actualité. Deuxième point, c'est le décret spécifique finalement sur les seuils de publicité de mise en concurrence, donc qui est de nature à simplifier prétendument la commande publique, pour y répondre et pour aussi vous les présents, en tout cas les pouvoirs adjudicateurs qui sont présents, les acheteurs, pour pouvoir effectivement faire encore un choc de simplification. Alors, les débats avaient déjà été lancés par les uns et les autres. Je pense à Arnaud Latrèche et l'Association des acheteurs publics, il y a plein d'autres, je ne vais pas citer tous ceux qui ont réagi. Je vois qu'Alain Bénard est présent oui, sur le webinaire. Bonjour Monsieur Bénard, les uns et les autres qui effectivement très judicieusement ont réagi sur le fait que ça commençait peut-être à être le FBI
fausse bonne idée de continuer à augmenter les seuils pour faciliter ou simplifier la commande publique, puisque la commande publique est régie par des principes fondamentaux que vous connaissez tous, principe de liberté d'accès à la commande publique. Donc, si on ne met pas en concurrence, ça ne permet pas à certaines entreprises de librement accéder à cette commande publique, principe d'égalité de traitement et principe de transparence. Et pour le coup, ne pas mettre en concurrence, c'est pas très transparent, hein, c'est consubstantiel au fait qu'on puisse être exonéré d'une mise en concurrence. Mais du point de vue des acheteurs, il faut aussi reconnaître que beaucoup d'acheteurs qui ne sont pas forcément outillés et qui n'ont pas un service commande publique très étouffé peuvent se trouver finalement allégés dans les formalités, dans la mise en œuvre de procédures de passation. On est loin, on est très très loin des années 2000-2010 avec des seuils de mise en concurrence à 4 000. On est passé de 4 000 à 10 000, à 15 000, à 25 000, à 20 000, 25 000, maintenant 40 et maintenant, à compter du 1er avril, poisson, 60 000 euros. Vous savez que la commande publique aime bien les dates. Donc le 30 décembre, le 31 décembre et le 1er avril. On adore ça dans la commande publique. Et donc, les seuils sont modifiés. Ils sont modifiés de manière néanmoins pertinente, puisque deux sujets ont été traités par ce décret. Premièrement, on distingue enfin en fonction de l'objet du marché. C'est-à-dire qu'on n'applique pas un seuil de 40 000 pour toute commande, quel que soit l'objet du marché. On a la création d'un seuil spécifique de 40 000 au 1er janvier. Hein, je parle bien du 1er janvier jusqu'au 1er avril. On verra après le séquençage des choses. Donc, à partir du 1er janvier et jusqu'au 1er avril, on a un seuil de 40 000 euros d'exception de mise en concurrence potentielle pour les marchés de fourniture et de services. Et la pérennisation d'un seuil de 100 000 euros qui n'est plus une exception, qui devient cristallisé dans le code de la commande publique pour les travaux. Bon, globalement, le ratio, il n'est pas évidemment comparable à peu près 200 000 et 5 millions, ce qu'on a en termes de mise en concurrence et seuil de mise en concurrence par rapport aux procédures formalisées, mais on voit bien qu'on fait quand même une distinction en fonction de l'objet du marché, c'est normal. Pour 100 000 euros de travaux, on n'a pas forcément grand-chose. Pour 40 000 euros de fourniture et services, on en a peut-être un peu plus. En tout cas, on comprend la logique. Deuxième élément, c'est la montée annoncée du seuil de 40 000 euros à 60 000 euros hors taxe, d'exception de mise en concurrence, et donc d'achat, même pas en MAPA, hein, donc éventuellement en 3 devis. Donc, le seuil. Il y a le fameux débat. Il y a le fameux débat, ça, on va y revenir. Tilly sur seuil, on n'a pas encore l'arrêt du Conseil d'État, on aura l'occasion d'en parler évidemment quand il sortira. Mais à partir du 1er avril, donc, le seuil monte à 60 000 pour que tout le monde se prépare. Voilà. Et on reste sur, du coup, le seuil de 100 000 hors taxe qui ne bouge pas en matière de travaux. Donc, effectivement, je me suis dit à l'occasion de ce webinaire et à l'occasion de ce Café Marco, le sujet, c'est un peu comment on va mettre en œuvre tout ça au regard de l'idée selon laquelle, plus ou moins bien partagée, augmenter les seuils, ça serait simplifier, pas autant, puisque justement, il y a des injonctions un peu contradictoires sur le fait qu'on veuille simplifier des procédures si on augmente les seuils. Le calendrier, donc, Alexandre pouvait tourner la page, donc je viens de le donner, donc je passe. Mais effectivement, à partir du 1er avril, vous allez pouvoir vous découvrir de plusieurs films, puisque de passer de 40 à 60 000, ça commence à être conséquent en possibilité de passer de la commande directe dite de gré à gré ou en fameux 3 devis, si les 3 devis ont encore un sens, parce que 3 devis à 200 000 balles de travaux, j'aimerais bien voir la tête du devis, ça commence à être bon, faut savoir ce qu'on commande, et 3 devis en matière de fourniture de services ou de prestations intellectuelles pour 60 000 euros, je veux aussi voir la tête du devis, parce que, a priori, c'est que quand même, on va avoir un certain nombre de... Oui, on parlait de la maîtrise d'œuvre. On parlait de la maîtrise d'œuvre, donc 60 000 euros de maîtrise d'œuvre, avec un taux, bon, peut-être un peu plus de 10%. Ça veut dire que derrière, on commande 600 000 euros, 700 000 euros de travaux. Bon, on en fera peut-être encore un peu plus. Déjà sur des grosses. Voilà. Alors en maîtrise d'œuvre, en l'occurrence, feront un contrat dès le 1er euro en principe, que ce soit de la maîtrise d'œuvre privée ou de la maîtrise d'œuvre publique, enfin marché public ou marché privé, puisque c'est des règles déontologiques par ailleurs, et pour garantir la responsabilité de la maîtrise d'œuvre qui a une mission particulièrement sophistiquée vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage, évidemment. Bon, comme d'habitude,
Le verbatim autour de tout ça, concernant le gouvernement, c'est de dire bah, écoutez, tout va bien, vous allez voir, ça va faciliter la commande publique, simplifier la commande publique. Bon, on en a parlé, c'est un peu compliqué. Côté entreprise, le fait de baisser le seuil minimum, enfin maximum, pardon, pour les acheteurs de 1,5 du chiffre d'affaires, je ne sais pas si ça va ouvrir énormément la concurrence au regard des autres éléments à prendre en considération dans la candidature. Et globalement, faut pas se mentir, il y avait tout un tas de préconisations, de mesures diverses et variées avec la consultation publique qui a été faite, tirer les conséquences du rapport, du rapport d'études du Sénat. Enfin bon, et on a, je me répète, hein, chaque année, un peu encore accoucher d'une souris, On mais est chaque très loin année. du choc de simplification. Oui, on est très loin du choc de simplification. Puis comme d'habitude, on prend 3 mesurettes et on va dire, allez, ça va le faire pour encore on ne sait pas combien de temps. Bon, a priori, pas de prochaine dissolution dans les semaines à venir, si nous avons tous bien compris, sauf si évidemment encore qu'on a une nouvelle chose. Mais on voit bien que finalement, il y a une espèce de paralysie réglementaire à faire vraiment un saut de simplification, mais de simplification dans la performance, dans l'analyse, dans la réflexion et dans l'évolution d'une commande publique qui va plus vers la performance que par des mesurettes. On peut tourner la page parce que, au regard de ça, donc je me suis dit qu'on pouvait faire un focus sur la mise en œuvre de ces seuils et du coup l'impact que ça a sur la stratégie d'achat, dans la mesure où, là encore, pour reprendre l'histoire des 3 devis, les 3 devis pour des seuils qui étaient inférieurs à 4 000 €, qui ont progressé selon les différentes marches que j'ai évoquées tout à l'heure. Le débat qui existe entre le fait que 3 devis, est-ce que c'est un MAPA ou pas? Est-ce que quand on fait 3 devis, on est obligé de faire des critères? Est-ce qu'on est obligé de faire un rapport d'analyse? Est-ce que donc du coup comparer, c'est analyser, et si on compare, on analyse, analyser, c'est choisir, choisir, c'est éliminer, donc c'est quoi les critères d'élimination versus c'est quoi les conditions d'attribution? Avec des positions divergentes entre le théâtre de Strasbourg et la CA de Nantes avec l'arrêt concernant la commune d'Itilly-sur-Seul, avec un pourvoi au Conseil d'État qui est encore donc en suspens pour savoir à quelle sauce finalement on va être mangé. Est-ce qu'on va rester sur l'interprétation comme a déjà donné le Conseil d'État avec l'arrêt Pérez, c'est-à-dire que vous avez le choix en dessous du seuil de 40 000 et bientôt de 60 000 et de la même manière pour les travaux à 100 000, vous aurez le choix entre les fameux 3 devis, avec des conditions de mise en œuvre qui resteront à déterminer avec ou pas une procédure assimilée MAPA, des critères d'attribution, etc. En même temps, si vous voulez faire, vous pouvez faire, hein, c'est pas interdit de faire du MAPA à partir du 1er euro, bien entendu. Ou est-ce que vous pourrez faire de la commande directe? Alors, a priori, oui, on continue à pouvoir faire de l'achat de gré à gré, à condition que ça soit pas toujours le même, que ça soit en prenant en compte la protection des deniers publics, un achat performant, etc., etc., et que ce soit pas toujours le même qui soit attributaire des commandes à moins de, maintenant, prochainement, 60 000 et bien entendu 30 000 €, 100 000 € de travaux. Donc on a 3 scénarios possibles concernant l'achat sans mise en concurrence avec ce rehaussement des seuils, vous le savez, soit l'achat direct sans mise en concurrence, donc c'est la négociation libre sous réserve du respect des principes fondamentaux de la commande publique. Alors sans concurrence, c'est un peu compliqué. 3 devis, donc je l'ai dit, est-ce que c'est une mise en concurrence légère? Est-ce qu'on dit finalement je prends un coup, celui qui me paraît le plus sympa, le lendemain celui qui est le moins cher, le surlendemain celui qui est le plus rapide, ou la combinaison des 3? Et puis où est-ce qu'on organise une procédure adaptée? Cette organisation et ces éléments, ces scénarios qui se déclinent là, c'est peut-être des choses qu'il va falloir indiquer dans le guide interne des achats, avec toujours des exceptions, parce que les règles sont faites aussi pour avoir des exceptions, pas pour y déroger, mais pour expliquer que parfois on n'a pas le temps, on est en situation d'urgence, ou l'objet ou la nature de la prestation sollicitée conduit à nécessairement attribuer à une entreprise déterminée pour des raisons qu'on a évidemment à expliquer ou pas, mais à minimum, puisque après derrière on a un double contrôle ou un triple contrôle, le contrôle classique de l'égalité, mais les marchés en dessous du seuil, ils ne les voient pas passer parce que par définition, ils ne transmettent pas au contrôle de l'égalité les marchés en dessous des procédures formalisées. Ensuite, on a le contrôle de la Cour des comptes potentiellement, slash CRC et
RGP, hein, responsabilité du gestionnaire public, mais pourquoi donc avez-vous dépensé 60 000 euros pour des fournitures que vous auriez pu mettre en concurrence? Parce que 59 990 euros de fourniture d'ordinateur ou de logiciel, ça commence à peser quand même. Pourquoi vous n'avez pas mis en concurrence? Vous êtes sûr que c'est l'entreprise qui fournit ce matériel de chantier qui vous paraît la plus adaptée? C'est tel prestataire intellectuel, tel maître d'œuvre? C'est parce que vous le connaissez? Bon, bref, tout un tas de motifs qui, a posteriori, pourraient conduire à se dire est-ce qu'on a réellement fait le bon choix? Donc, on doit être un acheteur vigilant et pas négligent. Et puis, bien entendu, au pire du pire, le prestataire qui est jamais pris, qui est l'entreprise du coin, qui dit moi j'en ai ras-le-bol de passer toujours à côté, et donc je fais une saisine, je porte plainte auprès du procureur en disant il y a délit de favoritisme, c'est les copains des copains, c'est connu, et donc c'est tout un système parce que la collectivité saucissonne, fait exprès de passer à moins de désormais 60 000 euros pour les fournitures et les services. Donc ça en fait beaucoup de marchés qui sont donc à moins 60 000. Ça va d'ailleurs se raisonner en ratio. Si une CRC débarque chez l'acheteur en disant note d'étonnement, 40% de vos commandes sont en dessous de 60 000 et à un achat direct, ah bah dites donc, ça fait beaucoup. Et oui, là, ça commence à faire beaucoup, et il va y avoir règlement de compte potentiel, surtout après les élections, en disant mais comment ça se fait qu'il y ait autant de marchés qui échappent finalement à des procédures, ne serait-ce qu'en procédure adaptée. Et donc, c'est des questionnements autour du débat, c'est des copains de l'autorité exécutive, l'autorité territoriale, c'est toujours les mêmes qui sont attributaires, et donc se pose la question au niveau des services, des conditions de mise en œuvre, des exceptions de mise en concurrence. J'imagine bien que certains nouveaux élus pouvant débarquer à partir du mois de mars pourront dire ah bah tiens, voilà la liste d'entreprises qu'il faut locales au demeurant prioritairement prendre. Maintenant que les seuils sont montés à 100 000 et 60 000, on va dire que l'appel d'offres c'est l'exception. Donc ça va être un peu compliqué, donc il va falloir un petit peu organiser tout ça puisque les contrôles sont toujours possibles. Il y a des questions quand même sur le comment on peut, quand on fait du gré à gré, comment on trace, enfin, est-ce qu'il y a une solution pour respecter la bonne gestion des deniers publics et pouvoir le prouver en fait? Oui, alors il faut toujours prouver ce qu'on dit, hein. C'est-à-dire que le gré à gré, c'est pas parce que c'est un copain. Déjà, il faut commencer à dire que c'est pas parce que c'est un copain. Il faut expliquer que il y a un contexte, que par exemple, on a fait du sourcing, qu'on est allé regarder sur les catalogues électroniques pour savoir si au niveau du prestataire informatique à qui on va commander des fournitures et l'installation, par exemple, d'ordinateurs. Bon, ben, on va chez Boulanger, on va chez Pâtissier, on va chez Darty, on va chez la Fnac, on regarde, on voit qu'à peu près, on a du matériel à peu près équivalent ou pas, on fait son choix, parce qu'on est des consommateurs avertis, en plus d'être un acheteur vigilant. Bon, donc oui, il faut toujours tracer. Il faut expliquer pourquoi, comment, et c'est pas. En tout cas, il faut vraiment être à même de pouvoir faire la démonstration que c'est un choix qui est réfléchi et un choix qui est raisonné, et que ça n'a pas pour objet ou pour effet de favoriser. Donc, par la négative, qu'est-ce qui conditionne, qu'est-ce qui explique qu'in fine, on a pu choisir telle entreprise plutôt qu'une autre? Il peut y avoir des circonstances de temps, de lieu. Je vous rappelle qu'il y a toujours la fameuse loi sur la simplification de la vie économique et puis la vie des entreprises, qui est toujours en stand-by devant une commission mixte paritaire qui ne se réunit pas, compte tenu du contexte législatif au Parlement, à l'Assemblée nationale, loi qui prévoit des critères de localisme avec des conditions sur lesquelles, évidemment, on peut discuter, mais c'est pas l'objet de la journée, sinon c'est 2 heures, 3 heures. Oui, voilà. sur vous n'avez rien à faire pour déjeuner. Voilà. Donc effectivement, la traçabilité, voilà, les motifs. C'est important de rappeler la traçabilité et le sourcing. Et le sourcing, parce qu'effectivement, on peut avoir plein d'exemples en tête. Alors, pour 4 000 euros, c'était un peu facile. Pour 25 000, c'est pas trop compliqué. Pour 40 000, ça commence à être un peu plus sportif. Et 60 000 euros de fourniture de service ou de prestation, voilà, fourniture de service. J'ai un exemple. J'ai participé à un gros procès pénal il y a peu de temps, et dedans il y avait un marché d'élagage des arbres. Très bien. Aujourd'hui, il serait presque le marché en cause en dessous de 60 000. Donc déjà que quand il y avait mise en concurrence, on reprochait que ça soit l'entreprise locale qui ait le marché d'élagage. Alors je vous dis pas si aujourd'hui c'est quasiment en direct et systématiquement en dessous de 60 000. Bon,
Donc, après, la structuration de la commande de ce genre de choses, c'est en général de l'accord cadre, justement, avec des bons de commande. Et du coup, on additionne la durée totale de l'accord cadre de 4 ans en principe, maximum. Et pour se dire que du coup, c'est 6 fois 4, 24, donc ça fait 240 000 euros de prestations sur 4 ans. Là, on met en concurrence. Bon, on risque encore de se faire reprocher de prendre ton entreprise locale. Et après, la défense, c'est de dire, ouais, mais on va pas prendre une entreprise qui est à 200 km, ça n'a pas de sens, notamment pour tout ce qui est élagage. Quand il y a un coup de vent, on l'appelle, l'entreprise elle est sur place, parce qu'on a besoin d'aller chercher une entreprise qui est à 200 km, parce que forcément, quand on va l'appeler à 1 heure du matin pour enlever les arbres qui entravent la chaussée parce qu'il y a eu un coup de vent, c'est un peu compliqué. Donc, il y a tous ces aspects-là. Le localisme va évidemment aussi venir par-dessus l'augmentation des seuils pour complexifier le choix de l'exception de mise en concurrence. Voilà, ça va venir vraiment des sujets assez conséquents, assez importants. Donc, ce qui fait que, du coup, pour rejoindre certains dans le débat qui a déjà eu lieu, il vaut mieux finalement mettre en concurrence le plus tôt possible et sur des montants même assez faibles, au risque justement de ne pas se voir reprocher, au bénéfice de ne pas se voir reprocher, de ne pas avoir mis en concurrence, même si on a le droit jusqu'à 60 000, parce que ça commence à représenter des sommes qui sont considérables. Dans l'absolu, 60 000, c'est rien. En valeur relative sur un budget communal d'une commune de 10 000 habitants, on commence à faire quelque chose. Bon, donc les seuils absolus, c'est un peu compliqué, donc c'est à voir par rapport au montant, au budget, au montant du marché. Et ça, les contrôles des chambres régionales des comptes sont un peu vigilants sur le sujet, puisqu'on va raisonner un peu par rapport au volume d'achat en termes de nombre de marchés et en termes de montant financier, de chiffre d'affaires. Donc, si on saucissonne tout à moins 60 000, ça va être compliqué. Là encore, le débat évidemment plus prégnant, s'agissant aussi des marchés de travaux de moins de 100 000 euros. J'ai eu pas cette année, l'année d'avant, j'ai eu le cas de voir une entreprise de travaux à qui on a demandé ou qui s'est proposé, allez, elle s'est plutôt proposé de faire un devis un peu global de 96 000 euros, 98 000 euros, pour le passer rapidement, comme ça, dedans on peut taper ce dont on a besoin. Ah, le besoin n'est pas complètement défini, c'est limite accord cadre, mais globalement, voilà, un accord cadre pour des commandes de travaux pendant un an à moins de 100 000, ça peut faire plaisir à certains. Donc, je ne vois pas tout, mais dans ce que j'ai vu l'année d'avant, en tout cas en décembre 2024, quand il était question de pas forcément proroger le seuil de 100 000, c'est des pratiques qu'on a vues évidemment. Donc, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont vu aussi ce type de pratique in fine. Voilà, donc oui, bien sûr, il y a toujours ce sujet-là. Finalement, c'est à la fois une incitation à être moins transparent en achetant de gré à gré jusqu'à 60 000 euros de fourniture de services, et puis pareil en matière des travaux. Et l'injonction contradictoire, c'est de dire, en tant qu'acheteur, pour la traçabilité, on a intérêt finalement d'être encore plus transparent qu'avant, parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse reprocher d'avoir favorisé une entreprise locale ou d'avoir favorisé des copains de l'autorité territoriale, voilà, ou des réseaux divers et variés, c'est toujours les mêmes qu'on fait travailler. Donc attention, des fois ça peut être de la diffamation, des fois pas vraiment. Bon, et puis surtout, selon le contexte, il suffit qu'il y ait une plainte, il suffit qu'il y ait Anticor qui passe par là, comme ils ont récupéré leur agrément, paf, une plainte, et puis on voit bien comment ça peut fonctionner, surtout qu'avec leur agrément, ils peuvent se constituer partie civile, donc ça Je ne peut. savais pas Eh oui. qu'ils avaient récupéré Si, ils leur ont agrément récupéré de l'association. leur agrément. Donc, du coup, Ok. bon, il n'y a pas que, mais ils étaient plutôt deux associations pour pouvoir le faire. Il y avait Transparency International, je crois, et puis, oui, je crois, c'est tout. Et donc, bon, Anticor a récupéré ses capacités à faire effectivement des interventions. Voilà. Autre élément important, c'est que du coup, les seuils montent. Et on avait déjà fait la réflexion quand on était passé du seuil d'exception de mise en concurrence de 25 à 40 000 euros global. Rappelle que le seuil concernant l'obligation d'écrit n'a pas changé. Donc le R 2112.1 du CCP maintient l'obligation de formaliser par écrit un marché à partir de 25 000 euros. Donc 3 devis, c'est plus que 3 devis, c'est 3 marchés comparatifs, on va dire. En tout cas, on doit cristalliser
une commande, c'est pas uniquement bon pour accord sur un devis. Il y a beaucoup de questions. Ah bah oui, comme par hasard. Là, on vous sent très chaud sur la question. Je vous ai pas interrompu, mais il y avait beaucoup de questions sur le formalisme. Donc là, on est en train d'y répondre. Et est-ce que effectivement le bon pour accord d'un devis, c'est possible au-dessus de 25 000? Ben non, il faut un écrit. De toute façon, faut un écrit. Alors un devis, vous allez me dire, est un écrit, mais un devis n'est pas forcément un marché. Ou en tout cas, ça peut peut-être le devenir. Teasing sur les slides suivants, si on fait quand même référence à un CCAG, voilà. Et puis si on fait un minimum, quand même un acte d'engagement, un petit CCP, voilà, sans faire encore une fois une usine à gaz. L'idée, ça reste quand même de simplifier les acheteurs, mais il faut aussi que la simplification aille avec la sécurisation. Donc, c'est un message qui est clairement donné par le pouvoir réglementaire. Si on n'augmente pas le seuil d'exception de marché écrit de 25 000 pour le mettre en cohérence avec les exceptions de mise en concurrence qui montent jusqu'à 60 000, et pareil en travaux, on se doute bien qu'il est peut-être très recommandé, d'autant plus recommandé, de faire un marché malgré tout. Alors comment ça se formalise? Vous pouvez faire du gré à gré un marché avec un acte d'engagement comme si vous faisiez classiquement une procédure de négociation sans mise en concurrence et sans publicité au-delà des seuils formalisés. Donc, nécessairement, on va monter un marché avec un acte d'engagement, CCAP, CCTP, etc., qu'on va adresser à un seul candidat potentiel pour des exceptions de mise en concurrence. À l'inverse, 3 devis, ça peut être voilà les principales stipulations qu'on va avoir dans un cahier des charges. On peut faire des mini cahiers des charges. Des acheteurs, d'ailleurs, ont, parmi vous, certains l'ont, non pas des conditions générales de vente, ça c'est côté entreprise, mais des conditions générales d'achat, tout simplement. C'est ce qu'on propose. Nous, dans Voilà. Marco, on a un module Exactement. qui permet vraiment de rédiger ce qu'on appelle consultation de faible montant, c'est le nom du module, et on choisit, on adapte son formalisme. On a un cahier des charges qui vaut engagement, où on vise le CCAG, et où on peut écrire ses propres conditions d'achat. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé en faisant le slide, en disant, mais en fait, merci. Bah oui, en fait, à partir du moment où vous avez ces modules-là, pourquoi s'en priver? Pour pouvoir justement formaliser un minimum de choses en visant justement un CCAP ou un CCP qui lui-même renvoie au CCAG iDouane. C'est à nouveau le CCAG iDouane. C'est le septième CCAG. Et le CCAG iDouane, c'est justement d'avoir un certain nombre de stipulations qui disent, les gars, il y a un délai. Et si on ne respecte pas un délai, il y a des pénalités, 3 millièmes par jour de retard du montant du marché en travaux, 1 millième par jour de retard dans certains autres CCAG, prestations intellectuelles, CCAG maîtrise d'œuvre un peu particulier, ils ont d'autres montants. Bref, CCAG marché industriel, passé assez régulièrement, et TIC. Bon, donc en fait, le CCAG iDouane et le renvoi au CCAG iDouane, ça permet d'avoir, sans l'écrire, parce que justement, on renvoie au CCAG, des délais qui sont garantis par des pénalités de retard, des garanties financières, des conditions de paiement, de vérification de paiement. On a toutes les garanties légales et éventuelles. Si vous faites des petits travaux à 100 000 balles, vous savez, ne serait-ce que pour donc refaire l'étanchéité d'une salle de classe, une entreprise, enfin un peu plus une salle de classe, mais je pense à une salle de classe parce que des fois il y a des salles de classe qui ont justement il y a des infiltrations, donc il faut refaire le complexe d'étanchéité au-dessus. Et du coup, l'entreprise qui peut intervenir, il faut qu'elle ait la garantie décennale. Une assurance garantie décennale, c'est obligatoire. Alors, il n'y a pas besoin d'en faire un roman dans un CCP, il n'y a pas besoin d'en faire un roman dans un devis. Vous pouvez demander un devis à une entreprise en disant, voilà, combien vous me faites pour la reprise de l'étanchéité. C'est pas le chiffre d'affaires qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'il a une assurance garantie décennale, parce que certains n'ont pas, donc ça, il faut, parce que s'il le fait mal, du coup, c'est la prise en charge par l'assurance garantie décennale. Et deuxièmement, on est d'accord sur le prix, signer en bas un acte d'engagement CCP qui renvoie à CCAG, et puis si jamais il met 6 mois pour faire la reprise d'étanchéité, qu'entre-temps il y a eu 12 inondations dans l'Hérault, forcément vous allez quand même pouvoir dire il y a des pénalités, voire je résilie. Parce que alors la résiliation pour les marchés publics existe même sans clause, ok, mais bon, c'est mieux quand elle y est. Comme ça évite de poser la question, ah oui, mais est-ce que je peux résilier puisque j'ai pas dans le devis, il n'y a ni pénalité de retard, ni clause de résiliation. Réponse, en droit administratif général, il y a les principes généraux applicables au contrat administratif qui fait que certes, il n'y a pas de pénalité parce que pas de pénalité prévue, c'est pas possible de les appliquer. Par contre, même sans clause écrite, il y a une possibilité de résiliation pour faute et frais exclusifs, heureusement. Mais par exemple, typiquement, il n'y a pas de pénalité. Le simple renvoi au CCAG permet de le faire. Donc, un devis de n'importe quoi peut se traduire in fine par un marché écrit, même à
1 € s'agissant par exemple d'un marché de maîtrise d'œuvre. Donc on peut avoir des maîtres d'œuvre qui, on va, pour des raisons XY, faire entre guillemets 3 devis, on va quand même mettre en concurrence peut-être 3 devis, bah, on va leur dire de signer un marché de maîtrise d'œuvre en bonne et due forme, même si évidemment il est simplifié, qui va renvoyer au CCAG maîtrise d'œuvre et sur lequel effectivement les uns et les autres vont pouvoir s'appuyer en cas de difficulté d'exécution. Le but du jeu, c'est à la fois de pouvoir simplifier le process de commande avec une passation allégée, avec des montants qui vont augmenter. Ça ne doit pas se faire au détriment ni de la concurrence nécessairement et pas non plus des deniers publics, en fait pour le bien aussi de l'acheteur d'une manière générale. Et après, c'est d'anticiper les problèmes d'exécution, parce qu'il y a plein de marchés qui ont des problèmes d'exécution. Donc le fait de presque baisser le seuil de 25 000 pour avoir un marché écrit en fonction de l'objet du marché, bah, je vais vous dire, pour des travaux pratiquement au-delà de 15 000 euros, il faut peut-être mieux un petit marché. Parce que les 15 000 euros vont pouvoir induire derrière des garanties décennales, vont pouvoir induire des problèmes de mise en œuvre de responsabilités diverses et variées qui sont réglés par le CCAG. Pareil pour un marché de maîtrise d'œuvre qui, dès le premier euro, j'ai déjà dit tout à l'heure, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Et puis finalement, il y a beaucoup de contrats qui peuvent faire référence aux conditions générales d'achat de l'acheteur qui, du coup, avec un petit article comme des conditions générales de vente que vous signez les yeux fermés parce que ça fait 8 caractères à chaque fois que vous achetez quelque chose et un fournisseur, renvoie au CCAG, donc iDouane, et ça permet de garantir l'acheteur qu'en cas de difficulté, il dispose bien des clauses qui permettent de sauvegarder ses intérêts. Parce qu'on a l'intérêt à sauvegarder de l'acheteur, quel qu'il soit, comme vous, consommateur, c'est en cas de difficulté d'exécution, vous puissiez vous retourner contre l'entreprise qui fait mal le job. Donc, pour essayer de simplifier les choses, selon les cas, fourniture standard, bon, on va faire quelque chose d'une formalisation minimale et puis éventuellement avec le renvoi à des conditions générales d'achat. Je vous engage vraiment à discuter entre vous pour pouvoir les mettre en place si ce n'est pas déjà mis. Il y a beaucoup d'acheteurs publics que je connais qui n'ont pas les fameuses CGA, espace CGV. Pour les prestations de services, on peut monter avec un contrat un peu plus structuré. Puis évidemment, pour les marchés de travaux, ça me paraît totalement impératif. Donc voilà, après, bonne pratique, c'est la référence au CCAG iDouane, je l'ai déjà dit, donc vous les connaissez. Donc je vous renvoie bien sûr aux stipulations correspondantes. Ouais, c'est bon, Alexandre, ça suit, c'est nickel. Oui. Alors, juste pour préciser, il nous reste une petite vingtaine de minutes. Voilà, oui, je vous remercie, Timekeeper. On doit être à peu près. C'est écrit juste en haut. Il en faut un, et c'est bon parce qu'on est à peu près à la moitié. Et donc, sur tout ça, je rebondis sur une jurisprudence qui a été publiée par le site nationalpublic.info. Jean-Marc Johannes, un TA de Guyane, qui a interrogé un peu les uns et les autres parce que une ordonnance pour un litige à 6 940 €. Donc, et des fois, les petits litiges font les grandes décisions. Je vous rappelle que pour l'histoire des conditions de mise en concurrence des 3 devis à Strasbourg, c'est pour un marché de CSPS à 3 500 €. Hein. Donc, ouais, petit montant, mais grands enjeux. Bon, grande conséquence. Et là, bon, globalement, litige, pour faire vite, et le TA dit, bon, de toute façon, la réclamation de l'entreprise ne vaut parce qu'elle est arrivée tardivement en violation de l'article 46 du CCAG iDouane, du CCAG FCS, je crois. Ouais, c'est ça, CCAG FCS. Bon. Et alors, de l'interrogation, évidemment, des différents intervenants au dossier et au-delà, en disant, mais comment le CCAG s'applique tacitement? Parce que l'ordonnance fait le saut, finalement, dans le raisonnement, ne dit pas qu'en application du marché, il est fait référence au CCAG, mais ne dit pas l'inverse non plus. Donc, c'est peut-être un souci rédactionnel, mais en tout cas, ça, c'est très intéressant parce que ça permet de rappeler que les CCAG ne s'appliquent que si on y fait expressément référence. C'est l'article 1er de tous les CCAG. Bon, ça tombe bien. Et c'est d'ailleurs ce que dit au demeurant le Code de la commande publique sur la possibilité de renvoyer à des cahiers de clauses. Ce n'est pas obligatoire, ça reste une possibilité. Voilà. À partir du moment où on le renvoie, ça va. Si on n'y renvoie pas, ça va plus. Parce qu'on n'a plus les garanties, on n'a plus les pénalités, on n'a plus les délais, on n'a plus tout un tas de choses.
Il faut écrire toutes ces clauses. Et il faut les écrire soi-même, donc ça sert à rien. Les CCAG, ils sont faits pour faciliter la vie des acheteurs, quand même. Donc autant y faire référence, une seule référence. Même en bas d'un devis, le CCAG travaux s'applique pleinement. Point. Bon, ça veut dire pleinement, ça veut dire peut-être beaucoup. Oui, c'est sûr qu'on pourrait rentrer dans le détail. En même temps, pour 15 000 euros de travaux, on ne va pas quand même non plus faire un CCAP de 102 pages. Avec X dérogations. Avec X dérogations, donc on s'en fiche des dérogations à ce stade. Voilà, on va appliquer ça. Donc, ça permet de se dire, ben, vous voyez bien, si on commence à connecter les fils, on augmente les seuils. Exception de mise en concurrence pour les travaux ou seuil des 3 devis, 100 000, c'est pérennisé. Pour les autres marchés, 60 000, ça va être pérennisé, donc c'est pérennisé à compter du 1er avril. Ben, un petit renvoi comme ça, caché derrière les fagots à un CCAG, c'est pas inutile parce que je confirme, en tout cas, moi, mon interprétation elle est claire, c'est que le théâtre Guyane, s'il a fait l'amalgame en considérant que par principe le CCAG FCS s'appliquait par principe et par nature à des marchés de fourniture courante des services sans nécessairement y faire référence, il y a une erreur de droit. Donc ça passe pas en cassation, cette histoire-là, et ça passera pas très 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 vite. Donc ça milite vraiment sur le fait, pour le fait qu'il faut cristalliser les règles, même sur des conditions générales d'achat qui sont assez sommaires, alors qu'ils sont adaptés, hein, parce que les conditions générales d'achat sont générales, donc ne sont pas forcément adaptées. Donc voilà, cette décision me paraît assez intéressante parce qu'elle permet de rebondir sur l'idée que les CCAG ne peuvent s'appliquer que si on y fait expressément référence. Dans la procédure entre guillemets de 3 devis qui simplifie grandement la passation, rien n'exclut d'appliquer les conditions générales d'achat et rien n'exclut, au contraire, on ne peut que vous encourager à bien faire référence à un CCAG dans les conditions générales d'achat en fonction de l'objet. Bon, voilà, donc je passe. Ça répondait à une question, là, Madame Charbonnier, elle s'interrogeait sur est-ce qu'on peut mentionner un CCAG dans une simple lettre de commande. Donc là, ça y répond. Hein. En gros, ah bah faut oui, le glisser partout. Mais vous le glissez partout et ça fait des années, je dis même sur le moindre petit devis en travaux, faut le faire. Parce que, par exemple, il y a un article 35 dans le CCAG travaux, oh là là, c'est quoi cet article, qui permet de mettre à la charge des entreprises la responsabilité en cas d'accident de travaux, notamment, pour défaut de signalisation du chantier. Bon. Et donc, il y a fort lointain et fort longtemps, donc des travaux exécutés sur une voie cyclable faisaient qu'il y avait rupture donc d'un pont pour passer par-dessus un fossé. Donc, il y avait des travaux, il y avait une espèce de barrière, sauf qu'il y a deux gamins qui sortant de boîte à 2 heures du matin, voilà, pas mal alcoolisés, ont pris des scooters et se sont dit en scooter, on risquera pas de se faire gauler par la gendarmerie si on passe par la voie cyclable. Et ils sont donc passés par la voie cyclable et ils sont tombés dans le trou. Bon, pas de mort, mais quand même un blessé, recours, action récursoire de la sécurité sociale. Et la collectivité n'a pas pu faire donc l'appel en garantie, collectivité que je représenterai, parce que tout simplement, le devis, il y en avait pour 40 ou 50 000 équivalent à peu près en euros de travaux, sauf qu'il n'y avait aucune mention du CCAG, donc l'action récursoire automatique qui permet de le faire sur le fondement de l'article 35 du CCAG travaux, ben, n'avait pas. Voilà. Donc, la présomption de responsabilité sur la garde du chantier en travaux, ça se présume plus si vous ne faites pas référence à un CCAG travaux. C'est dommage parce que du coup, ça doit être pris en charge par la collectivité. Donc voilà, c'est un exemple très concret sur des travaux qui ont généré un dommage. Comme d'habitude, les avocats, c'est les médecins du droit, donc on voit que de la pathologie. Donc ce genre de situation, heureusement, n'arrive pas tous les jours. Mais typiquement, les accidents liés à des défauts de signalisation ou des conditions d'organisation matérielle d'un chantier, notamment sur voirie, fait que bon, il y a intérêt de se protéger à minimum. Il faut d'ailleurs même en fait déroger au CCAG travaux à l'article 35 qui, depuis 2009, est plus en faveur des entreprises que des acheteurs. Mais ça, on en reparlera un autre jour. Voilà. Mais c'est un des exemples qui permet de démontrer que oui, une simple commande visant le CCAG et qui du coup est accepté par l'entreprise, eh ben, ça cristallise les règles de droit. Il y a consentement sur le fait que oui, j'accepte la commande au prix convenu, moyennant les modalités contractuelles d'exécution, renvoyées au CCAG que l'entreprise est censée connaître en signant le contrat, puisque là, ce sont des CCAG qui sont à libre disposition gratuit, ce qui n'est pas le cas en marché privé, puisque la norme privée, si parmi vous certains font des marchés publics de droit privé, et qui donc ce sont des acheteurs privés type SPL, SEM, etc., aux sociétés d'HLM, bien sûr, et bien en fait la norme NF 03001 ne s'applique que si on fait référence et elle est payante. Donc évidemment,
il y a intérêt à bien s'assurer que tout le monde l'ait et qu'on ne signe pas à tort et à travers sans connaissance de cause, toujours avec connaissance de cause. Donc il faut faire en plus. Dans Marco, on est compatible avec cette norme, donc on la vise, donc vous êtes bien sécurisé quand vous ne souhaitez pas appliquer quand vous êtes une des structures que Nicolas vient de citer et que vous voulez en travaux appliquer cette norme. Voilà. Donc du coup, recommandation quand on mélange un peu tout ça, même pour des 3 devis, même pour des sommes modestes à 6 940 €, toujours mentionner un CCAG idoine, donc qui correspondent à l'objet du marché, toujours clarifier la nature du contrat, c'est bien un marché public ou un marché public de droit administratif ou un marché public de droit privé, avec référence à la norme, comme Marie vient de vous le dire. Anticiper les litiges, puisque du coup, il y a des délais pour présenter des réclamations, des demandes de rémunération complémentaires, et puis vous bénéficiez des garanties. Puis, bien entendu, vous pouvez toujours discuter et négocier avec l'entreprise au moment de la cristallisation du consentement pour savoir s'il n'y a pas des dérogations ou des dispositions particulières à prévoir. Voilà. Et tout ça, c'est sous réserve de ce qu'on continuera à apprendre de la jurisprudence, puisqu'on attend, comme je l'ai mis sur le contexte réglementaire qui évolue, en tout cas dans son interprétation, avec donc le Conseil d'État qui devra effectivement donner son avis suite à l'arrêt de la Cour d'appel. Il nous reste quelques. Alors oui, si du coup il y a action, donc action-réaction. Hein, j'ai mis un petit policier municipal, surveiller et sécuriser vos devis. Alors j'ai choisi alors, je rappelle c'est moi qui choisis les photos. J'ai choisi un policier municipal face à la mer. Non, oui, c'est ça. C'est pas l'IA qui fait. C'est moi. C'est choisi. Il y a plein d'images de police municipale, vous en doutez, pour sécuriser, mais face à la mer. Donc, ce qui n'est pas uniquement un clin d'œil de la géolocalisation du jour. On n'est pas très loin de la mer, mais face à la mer, voilà, ça vous permet de penser, prendre un peu du recul. Donc, les pratiques à risque, en clair, c'est devis sans CCAG, absence de clause de règlement et qualification contractuelle floue. Voilà. C'est pas trop l'objet du marché, c'est pas clair. Et à l'inverse, une pratique sécurisée, c'est mettre en place une qualification claire du marché, faire une référence explicite à un CCAG et puis des clauses de règlement détaillées. Donc voilà, faites gaffe à vos modèles de devis, généralisez si possible, et l'outil Marco vous aide à le faire, le renvoi des conditions générales d'achat avec des renvois à CCAG. Et là-dessus, vous commencerez à être à peu près tranquille et vous pourrez vous baigner en toute tranquillité. Vous allez éviter les baillis. Voilà, alors du coup, je vous ai fait une petite matrice décisionnelle sur les niveaux de formalisation à adopter en fonction du seuil de 1 à 25 000 pour la procédure, le marché écrit en tant que tel, devis simple acceptable, plus renvoi au CGV du fournisseur ou au CGA de l'acheteur, pourquoi pas. Après, vous avez le seuil de 25 000 à 40 où on va plutôt essayer de recommander et de privilégier les conditions générales d'achat. De 40 à 60 000, marché simplifié recommandé. Et pour évidemment les travaux, bon, alors, et le reste, il faut évidemment aller chercher des marchés formalisés dès le départ. Donc, vous avez la ligne en bas, c'est dès le départ pour les travaux, un marché simplifié, le CCAG conseillé, et comme ça, ça marche. Même si vous demandez entre guillemets 3 devis, les devis se formalisent in fine. Donc avec un marché un peu formalisé. Si chez vous, vous avez besoin de faire venir un carreleur, bon, le carreleur, vous pouvez faire 3 devis. Bon, les délais, c'est flou. Les pénalités, il n'y en a pas. Les garanties, non plus, pas grand-chose. Si vous voulez faire ça pour refaire le carrelage de la salle des mariages, bon, va peut-être falloir faire quelque chose d'un peu plus structuré. Bon, voilà. Donc, mais elle est trop bien la matrice. Je l'avais parcourue quand vous m'aviez envoyé les slides. C'est indicatif puisque chacun fait ce qu'il veut chez lui, et puis que c'est adapté évidemment en fonction de la taille de l'acheteur, c'est adapté en fonction de l'objet du marché, et puis du niveau de compétences techniques aussi, parce que c'est toujours pareil, les matrices, faut après pouvoir les accompagner. Mais voilà, c'est une discussion, ça permet déjà d'ouvrir un débat en interne sur le guide d'achat, en disant qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et nous, ça, dans Marco, on peut saisir les seuils et définir le formalisme qu'on veut entre chaque seuil. Donc, proposer, après, on clique, accepte, on accepte pas. Alors, juste avant de passer à la suite, il nous reste 9 minutes. Voilà, et qui nous de faire des choix sur les sujets. Mais le sujet, la discrétion. Merci Alexandre. On est dans le timing puisque je voulais vous parler de l'impact, à mon avis, assez conséquent finalement sur la procédure dite des mini-lots. Qui commence à devenir un peu stratégique sur l'organisation de son achat. Je réexplique le concept. Donc, quand on a une unité fonctionnelle,
on établit sa cartographie des besoins pour définir ses seuils de procédure, passation des marchés, on se retrouve avec des marchés de services et de fournitures qui dépassent le seuil de procédure formalisé. Bien entendu, en travaux, en travaux, ça va, on a 5 millions de François, donc on a un peu de mou, mais bon. Pour les travaux, c'est pas forcément très stratégique. Ça l'est beaucoup plus pour les fournitures courantes et les services. Donc on a une opération qui est supérieure au seuil donc européen, donc on la met en place avec une politique d'allotissement. Donc on va créer une cartographie de ces besoins et on va déterminer dans l'opération les marchés qui vont faire l'objet d'une procédure formalisée et on va utiliser l'exception qui permet, je vous rappelle, de passer des petits lots. Les petits lots, c'est par principe ceux qui font en fourniture courante et services moins de 80 000 euros et qui représentent moins de 20% du montant total de l'opération. Ça n'a pas changé, ça. Non. À partir du code de la commande publique, la création du code, sur le fondement des décrets de 2018, il a été créé la procédure dite, dans les cas des mini-lots. C'est-à-dire que ceux qui sont non seulement inférieurs à 80 000, mais tout objet confondu, ceux qui sont inférieurs à l'époque, 25 000, puis 40 000, et maintenant 60 000. Donc, on a des petits lots à 80 et des mini-lots à 60. Donc, il n'y a que 20 000 euros d'écart entre les mini-lots et les petits lots par rapport aux macro-lots, enfin, au plus gros lot. C'est pas tout à fait un macro-lot, mais un gros lot. Bon. Et donc, par combinaison, alors du coup, au 1er avril, donc il faut aller lire dans Légifrance la version au 1er avril. Des dispositions combinées du 21-22-8 avec le 21-23-1. Quand on fait la jonction, on s'aperçoit que, effectivement, la procédure des mini-lots est conservée dans la mécanique, à condition encore de représenter maximum 20% du montant total. Alors, à mon avis, pour moi, je l'ai mis tout en bas, vous verrez ces conditions cumulatives. Il faut que globalement, petit lot et mini-lot ne représentent pas plus de 20% du montant de l'opération. Parce que sinon, si on a le droit à 20% de mini-lots et 20% de petits lots, ouais, bon, ça fait 40% ou en MAPA ou en rien. Hein, donc ça commence à faire beaucoup. En tout cas, un motif pour se faire tirer les oreilles. Donc, ça veut dire que, comme ça, on peut avoir, si on fait que des mini-lots, on découpe, on se retrouve avec que des mini-lots. On peut faire 20% d'une opération soumise à une procédure formalisée en mini-lot de moins de 60, éventuellement sans mise en concurrence, en gré à gré, ou en 3 devis. Voilà ce que ça veut dire. Donc, je vous laisse apprécier la portée opérationnelle que ça a. Alors, c'est pas inintéressant pour les marchés de maîtrise d'œuvre, pour les opérations de maîtrise d'œuvre, si on considère que, par exemple, la mission OPC, qui n'est pas dans la mission de base, puisse faire l'objet d'une procédure adaptée, moins de 80 000, voire d'une procédure 3 devis ou équivalent, voire direct avec un montant inférieur à 60 000, pareil pour le contrôle technique, pareil pour, vous allez me dire le contrôle technique, oui, mais c'est la même opération, c'est une unité fonctionnelle, donc ça renvoie au débat sur qu'est-ce que c'est qu'une unité fonctionnelle en matière de prestation intellectuelle se rapportant à une opération de construction. Après, en matière de marché de formation, c'est pareil, finalement, il y a beaucoup de lots de formation et des mini-lots, très clairement, pour une journée de formation, pour ci ou pour ça, qui peuvent faire l'objet d'un découpage et non pas d'un saucissonnage, d'un découpage régulier qui permet de faire effectivement, on ne va pas demander à des gens de répondre à un appel d'offres international pour 2 jours de formation, c'est pas cohérent non plus. Donc, travailler sur la structuration, la cartographie de son besoin, la traduction sur le plan d'organisation des lots, la traduction sur l'organisation des seuils, le découpage entre les petits lots et les mini-lots, ça devient quelque chose qui est assez stratégique pour l'organisation de l'achat. Ça participe à l'amélioration de l'accès des PME à la commande publique, un peu de localisme éventuellement. Ça a toujours été le cas sur les petits lots. Bon voilà, donc comme le seuil est monté, le mécanisme perdure, mais par contre l'effet de seuil augmente justement. Il y a un vrai effet de seuil puisque ce qui a été inventé pour globalement 25 000 euros aujourd'hui va s'appliquer pour 60 000 et évidemment pour 60 000 l'effet de seuil est beaucoup plus considérable en termes d'organisation, d'exception de mise en concurrence d'achat ou d'exception de mise en concurrence de procédure adaptée, puisque la procédure adaptée sur les mini-lots commencerait à partir de 60 000 jusqu'à uniquement 80 000. Après, on passe effectivement au-delà sur la procédure formalisée traditionnelle.
Voilà globalement ce que je voulais vous dire. Donc un petit schéma pour retenir donc les évolutions du seuil. Donc retenez bien que le seuil de 40 000 € reste jusqu'au 31 mars 2026 et que c'est qu'à partir du 1er avril que le seuil de 40 000 passe à 60 000 pour les fournitures et les services. Bon, voilà, ça va vous permettre tout ça de réfléchir un peu sur une sécurisation renforcée, l'histoire des 3 devis, on attend un peu le Conseil d'État là-dessus quand même, et la formalisation avec donc un marché écrit le plus souvent renvoyant CCAG, clarification des attentes, ça veut dire très clairement, il faut définir son besoin et pouvoir plus discuter probablement avec des entreprises, même si c'est une gré à gré, la discussion permet de lever des ambiguïtés sur la correspondance entre voilà ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que l'entreprise est à même de pouvoir m'apporter, une optimisation et une sécurisation bien entendu de l'exécution, puisque on fait un cadre contractuel, c'est pour pouvoir garantir que tout ça fonctionne bien et que vous disposiez des garanties nécessaires, notamment en pénalité, et les garanties contractuelles qui ne sont pas des garanties légales nécessairement, en tout cas qui ne sont pas forcément prévues par ailleurs. Je vous rappelle que le Code civil ne s'applique pas à tout le monde, en tout cas pas aux contrats administratifs. Et puis, ça a clarifié un peu les relations avec les partenaires. Donc, tout ce qui est un peu clarifié me paraît beaucoup plus cohérent. Voilà, alors après, une petite recommandation sur une feuille de route pour mettre en place tout ça avec un peu l'audit de vos pratiques actuelles. Qu'est-ce que vous faites à partir du 1er euro, à partir de 25 000 €? Ce que vous faisiez jusqu'à 40 000, est-ce que vous allez continuer de le faire jusqu'à 60 000? Vous allez élaborer des modèles types, donc je vous recommande vivement d'utiliser le modèle de Marco avec un renvoi à CCAG qui renvoie lui-même, pardon, CGA qui renvoie au CCAG. Sensibiliser les équipes là-dessus, quand on commande sur 3 devis, parce que ça se diffuse. Je connais beaucoup d'acheteurs qui ont tout un tas de services divers et techniques et autres, qui du coup ont des commandes de 3 devis. On va leur lâcher l'abri jusqu'à 60 000, point d'interrogation. Donc attention, il y a la RGP derrière, responsabilité du gestionnaire public. Toujours faire valider en interne, surtout les exceptions de mise en concurrence. Ils font des beaux motifs et des justes moyens. Et puis après derrière, voir du coup l'impact que ça a sur globalement le process d'achat, la performance, la répartition des marchés avec le localisme qui va bientôt devenir possible à condition que, on en reparlera. Bon voilà, ça permet un petit peu de se re-questionner, de se réinterroger et de vérifier ses pratiques pour s'adapter à un outil qui doit être souple au bénéfice des acheteurs, mais néanmoins sécurisé au profit des acheteurs concernant les conditions d'exécution. C'est à peu près l'essentiel que j'ai à dire. Dans le temps qui m'était imparti pour répondre à quelques questions, il me reste une minute. Voilà. Bon, voilà. C'était parfait. Bon bravo pour le timing. Ouais, j'ai révisé toute cette nuit, j'ai répété devant la glace. Si, ouais, c'est bon, t'es à l'heure. Nickel. En plus, il y a quand même beaucoup de questions qui ont été répondues au fur et à mesure. Oui, je pense qu'on va sacraliser ce rendez-vous. Tous les mois de janvier, on reçoit Nicolas Charel sur le. Je vais juste répondre à la question qu'on a eu le plus. C'est ceux qui sont arrivés en retard qui ont demandé est-ce qu'on aura le support? Oui, on enverra bien le support par ailleurs qui a fait fureur. Donc vous aurez tout ça et vous pourrez revoir en replay bien évidemment ce qu'a fait Marco. Alors depuis l'extrait de Marco, sinon depuis notre chaîne YouTube. Marco Agisoft. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question, Marie, ou pas? On avait des questions sur les données essentielles avec le relèvement des seuils. Mais, j'ai pas vu de modification. Il n'y a pas de modification. Non, je ne les ai pas vues. Je pense que je les aurais vues, mais je n'ai pas vu. Bon. Non, après, on répondra aux questions. Mais alors, j'ai vu passer le seuil de 5 000 code du travail a changé. Enfin, je veux dire, tous les autres seuils concernant les seuils notamment d'application, de la sous-traitance, les histoires avec l'URSSAF, les seuils du code du travail, chaque code a son seuil. C'est ce qui fait. On peut faire un quiz général, ça nous permettra de lutter contre la salinité précoce, garder donc tout l'historique des seuils depuis 20 ans en marché public, et puis connaître ces seuils, code de la commande publique, code du travail, et tous les autres codes possibles et imaginables. Je vous rappelle qu'il y a quand même 73 codes. Nul n'étant censé ignorer la loi. Juste une petite question, puisque prochainement on va organiser un café Marco sur la commande publique en période préélectorale. Là, on a une question: modifier le guide interne des achats en période préélectorale, n'est-ce pas répréhensible? Alors, voilà, juste pour avoir votre position sur le sujet. La question est orientée.
Donc je rappelle qu'il est quand même pas interdit de continuer de fonctionner jusqu'au premier jour des élections. Ce qui est interdit de faire, c'est entre les 2 tours des élections, de faire n'importe quoi, de signer des trucs en catastrophe, ou en tout cas prendre des décisions. Non, c'est pas illégal en soi. Et si ça résulte d'un processus, ça atterrit au dernier conseil municipal qui se tient fin février. Bah écoutez, c'est comme ça et c'est pas forcément illégal. Après, c'est un problème d'adhésion de la nouvelle gouvernance. Un certain nombre d'élus considèrent qu'il y a des décisions qui sont un peu structurantes et qui vont relever et qui doivent être approuvées par la nouvelle gouvernance. Bon, très bien, dont acte, mais c'est pas en soi illégal. Et puis également, les nouveaux seuils, ils n'attendent pas les élections pour s'appliquer, ils s'appliquent au 1er avril. Donc il faut bien réfléchir sur la réorganisation de tout ça avant le 1er avril. Alors vous allez me dire, ouais, mais le 1er avril, c'est juste après les élections. Oui, mais le temps d'installer tout le monde, le temps que tout le monde se forme, le temps que tout le monde comprenne, qu'on forme les nouveaux élus dans les CAO, etc. Bon, c'est pas avant le mois de septembre globalement. Donc en fait, on a toujours plein de motifs d'attendre. Ça s'appelle la procrastination. On a aussi beaucoup de motifs pour dire, pour sécuriser, en fait, l'essentiel des gens qui travaillent dedans, c'est-à-dire les acheteurs publics et les gestionnaires de fonds publics. On a une responsabilité de gestionnaire public. La responsabilité du gestionnaire public, je vous rappelle, ne concerne pas les élus, concerne tous les administratifs. Donc, ça me paraît pas illégal. Ça peut être effectivement plutôt une période propice à la réflexion sur les guides. Alors, peut-être pas leur approbation, mais un peu mettre en place des outils de sécurisation pour quelque part présenter tout ça aux nouvelles gouvernances qui vont arriver à partir d'avril. Si c'est la prolongation de la précédente, ça n'aura pas de problème. Mais quand il y en a des nouveaux, il faut quand même leur expliquer un peu tout ça. C'est une période assez propice pour au moins y réfléchir, donner les bases, même si on se met en stand-by, pour l'approbation définitive. Et je vous rappelle que l'attribution des marchés dans des procédures qui ont été lancées par exemple il y a 6 mois, si ça se fait juste pendant la période électorale, qu'est-ce que vous comptez la période électorale? C'est 1 an. Après, effectivement, 1 an avant, on peut rien faire, 6 mois avant, on peut rien faire, 3 mois avant, on peut rien faire. La veille, oui, ok. Mais bon, en général, la veille, il n'y a pas grand-chose. Il y a plein de gens qui décident des trucs, là, pour les derniers conseils, si tant est qu'il y en a qui arrivent à le faire, qui sont au mois de février. J'ai un client qui m'a dit hier, on n'aura plus de CAO entre le 20 février et globalement avril. Voilà. Donc c'est un peu compliqué pour le fonctionnement et la continuité du service. Donc sous prétexte des élections, on ne peut pas tout arrêter. Voilà. On reprendra d'ailleurs ce sujet le 12 février avec un Café Marco qui sera dédié à cette problématique de la vie de marché public pendant les périodes électorales. On se retrouve également la semaine prochaine, ou semaine d'après, pour le 3, merci Estelle, le 3 février pour présenter la nouvelle version de Marco. Merci énormément à notre invité. Merci de l'invitation. Ouais, merci, c'était un régal comme d'habitude. Donc, on reprendra prochainement rendez-vous ensemble pour. Merci à tous les participants nombreux. Ouais, merci à vous pour avoir été assidus en dépassant même le timing midi. Et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée.